Il y a 20 ans, j'étais un peu plus que 20 ans, j'étais cuisinier dans un très très beau lieu dans les Alpes-Maritimes qui s'appelait Les Courmettes. J'étais cuisinier pendant 3 ans, j'ai fait beaucoup de métiers différents. Et je me souviens très bien que, comme c'était pas mon métier, je scrutais les livres de recettes et avec mon tout nouveau ordinateur, parce que les ordis, ça venait juste de sortir, un petit compact Hero, je me rappelle, je tapais des recettes que je trouvais intéressantes et pour pouvoir proposer tous les jours quelque chose de nouveau. Ça a bien marché pour moi là-haut et je me souviens bien, je suis resté 3 ans. Et la première année, je fais quasiment tout en courant. Et la deuxième année, par fatigue, euh, je commençais à goûter et à avaler ce que je cuisinais, et j'aimais bien ce que je cuisinais. Et j'ai pris en un an, j'ai pris 20 kilos. Ceux qui connaissent un peu les blessures savent très bien que ça correspond avec la blessure d'humiliation, et c'est ce que je vivais là-haut, en effet, sans accuser qui que ce soit qui était dans l'équipe à l'époque, bien évidemment. Mais je faisais beaucoup de choses seul. J'avais parfois de l'aide, mais pas assez. Je me souviens comme ça d'avoir fait la cuisine pour 150 personnes, non, 120 personnes. C'était un buffet et je le fais seul. Bien sûr, j'ai adapté les plats, mais euh, très souvent, je me trouvais seul et je faisais des très longues journées. Je commençais vers 8 heures le matin et même plus tôt encore, 7h30 parfois. Je ne prenais pas vraiment de pause pour manger. Je prenais juste un petit break vers 2h30 dans l'après-midi après la grosse vaisselle pour reprendre 1 heure plus tard après un bain pour le repas du soir où j'ai terminé vers 9h30 le soir. Il me semble que c'était des journées de 14 ou 15 heures que je faisais. Et même si au début j'étais très motivé, au fur et à mesure que je me fatiguais, ça commençait à être compliqué. Et comme j'étais un ancien manager professionnel, j'avais proposé de gérer en fait l'espace cuisine et le self, comme on appelle ça, le restaurant. Et bien sûr, du coup, je me trouvais responsable de tout ça, mais sans de personnes à qui je pouvais déléguer, qui pouvaient m'aider. Et la pression était très grande, à tel point qu'un jour, il y avait une bénévole, parce qu'il y avait parfois donc des bénévoles ou souvent même des bénévoles qui venaient aider un peu au ménage, et à l'accueil, à la cuisine, et qui commençaient à me faire des remarques qu'elle ne devrait pas être là, qu'elle devrait être ailleurs, et je pétais un câble. Je, je l'engueulais dans sa propre langue, en plus en allemand. Je me demande encore comment j'ai pu faire, puisque je parle l'allemand, mais pas à ce point. Et, et après, je me suis dit, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Je sentais très bien que la pression devenait tellement grande. Et, et un jour, le jardinier venait me donner un petit coup de main. Et il commençait à comprendre que j'avais pas, donc pas mes week-ends, j'avais pas de soir de libre. Et, et les jours de fête non plus, puisque c'est les journées les plus importantes. Donc j'étais toujours derrière les fourneaux. Et, et donc, comme c'était mon ami, il a dit, écoute, va-t'en, va-t'en, va prendre du temps. C'était l'après-midi et tout le monde était étonné que j'étais pas dans la cuisine et il a assuré. Et je me suis reposé. Je me suis pas baladé. Le lieu est magnifique. C'était 600 hectares sur montagne, magnifique avec un forêt de chênes magique. Beaucoup de gens venaient de très loin pour le voir. Et là, je pris conscience, en fait, de, du fait que ça n'allait vraiment pas. Mais comment faire? Parce que pour moi, c'était évident qu'il fallait que ce soit bon, que ce soit prêt à l'heure et que la cuisine soit propre. Comment, comment faire autrement? Donc j'ai beaucoup fait avant pour avoir assez d'aide, mais j'en recevais pas. Souvent, je recevais la remarque qui disait, mais on est tous passés par là. Parce que
l'équipe, et je les adorais, hein, il n'y a rien à dire, mais dans l'équipe, on était tous polyvalents. Voilà. Chacun avait été cuisinier, il y en a qui sont passés dans le ménage, et ok, et j'étais le petit nouveau. Hmm, Et je ne savais pas comment faire. Et à un moment donné, j'étais en train de faire la grosse vaisselle, et j'ai dit, je m'en sors pas, je ne peux pas, sans aide, sans... Et c'est un peu la situation dans laquelle beaucoup de gens se trouvent. Ils ont des enfants, ils ont des responsabilités, ils ont leur travail, ils ont, comment dire, des contrariétés d'horaire. Il faut faire tellement de choses en un temps limité. Et il faut bien ramener de l'argent à la maison. Et ok. Je pense que tout le monde se trouve à un moment donné ou un autre dans cette situation-là. Je dis, mais comment faire? Comment faire? Et là, en fait, j'ai compris quelque chose d'important, c'est que je pouvais baisser mon niveau de tolérance. Parce que pour moi, propre à l'heure et bon, avait un niveau très élevé. Je visais la qualité telle que je l'avais appris. Et c'est là où je me rendais compte qu'en fait, ça venait de mon éducation. Ma mère m'a toujours dit, peu importe ce que tu fais, tant que tu le fais bien. Et bien sûr, cette croyance était là bien présente. Et je me suis dit, mais j'ai le choix. Je peux baisser mon niveau de tolérance, mon seuil de tolérance. Je peux me contenter avec moins bien. Ce n'était pas évident. Et donc le jour d'après, je suis allé à un membre de l'équipe que je connaissais bien sensible. Et j'ai dit, écoute, ne te sens pas offensé, mais à partir de maintenant, je vais travailler que 8h30 ou 9 heures par jour. Pas plus. Et ça va avoir ses conséquences, puisque vous n'entendez pas mon appel à l'aide. Ils ne comprenaient pas trop, je pense, et je commençais à moins travailler. J'ai dû adapter mes plats. La cuisine commençait à être un tout petit peu plus sale, propre, mais moins propre qu'avant. Et la magie faisait que j'étais quand même prêt à l'heure. Et un jour, je me souviens, donc je travaillais que 8h30 par jour, je commençais à respirer, mais ce n'était pas évident parce que la pression de 2 ans avant était bien là. Et là, à un moment donné, quelqu'un entre dans la cuisine. Mais qu'est-ce que tu as encore fait avec tes plats? Et moi, je dis, comment ça? Et je dis, c'est encore meilleur que d'habitude, parce que j'avais une très bonne réputation. Et donc, je dis, ouf, ça s'est bien passé. Et ce qui était rigolo, c'est que, à partir du moment que j'avais compris ça et que j'avais mis ça en place, c'était comme mon temps en tant que cuisinier était terminé. Comme si j'étais venu que pour apprendre ça. Et il me semble que 2 mois plus tard, j'étais parti. Pas licencié, non. Autre chose se présentait. Ce qui est joli à voir, c'est que je travaillais 5 ou 6 heures de moins par jour et les gens me félicitaient encore plus sur ma cuisine. Et ça, c'est la magie de la vie. Nous pensons qu'en travaillant moins, la qualité va être moindre. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est qu'en se respectant, en allant dans le bon sens par rapport à la vie, les choses se passent. Mais comment faire? Je me rappelle bien parce que le défi a continué dans d'autres facettes de ma vie. Et je suis un ancien et encore peut-être un petit peu contrôlant, rigide. Chaque blessure que nous avons nous titille à une performance. Le rejeté devient hyperactif et un peu perfectionniste. Le dépendant, disons l'abandonné, il va devenir indispensable, donc il va aussi faire beaucoup de choses pour les autres. L'humilié ne respecte pas ses limites. Le contrôlant, il faut que ça soit fait comme il veut, et la meilleure manière de le faire, c'est donc lui-même. Et pour le rigide, il faut que les choses soient parfaites. Donc, chaque blessure a une facette qui pousse au boulot. Et j'étais comme ça. Mais comment faire? Comment faire? Et
Et c'est joli parce que récemment, j'ai vu une vidéo d'un ami que j'aime bien citer, Philippe Garrick. Il fait des vidéos sur YouTube aussi. Et la vidéo numéro 24 me faisait penser à cette histoire où il parle de priorité aux priorités, ça s'appelle. Regardez-le, ça vaut la peine. Et il donne plusieurs explications et il parle de cette grille, je ne me rappelle plus qui l'a inventée, où tu as des choses qui sont urgentes et importantes, il y a des choses qui sont pas importantes, pas importantes, pas urgentes, il y a des choses qui sont urgentes, pas importantes, il y a des choses qui sont importantes et pas urgentes. Et en fonction de la catégorie dans laquelle on va le mettre, on va, on va le planifier dans l'agenda. À l'époque, donc c'était très chouette ça, j'ai beaucoup aimé. À l'époque, j'ai trouvé une autre classification et qui m'a beaucoup aidé. Bien évidemment, ce qui est très important, c'est d'avoir une gestion d'agenda à l'appui. De, de utiliser, et j'ai fait une vidéo là-dessus quelque part au début, l'agenda c'est vraiment l'outil par excellence qui nous permet à planifier les espaces pour nous, les espaces pour le travail, les espaces pour la famille. Et bien évidemment, je commence toujours à planifier d'abord mes espaces, mes pauses, mes vacances, mes week-ends, mes temps de repos dans la journée, tout ça. Et, et à partir du moment que j'ai découvert quelle chose je dois faire, mais je dois le planifier. J'irai même, j'allais dire plus loin, mais ce n'est pas vrai, parce que sa classification de Philippe, il est vraiment très 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 bien. Très facile à comprendre aussi. Je le faisais différemment. Je disais à l'époque, je dis, mais comment faire la différence? Parce que tout est important. Et c'est souvent comme ça, pour des rigides et des contrôlants. Tout est important. Et du coup, tu ne peux rien lâcher. Et comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, et avec toutes ces sollicitations aujourd'hui, avec le fait que chacun est amené à faire encore plus que d'habitude. Alors comment faire? Parce que ce n'est pas toujours moi qui décide ce qui est important. C'est mon patron. Si j'en ai un. Et avant d'aller dans ce que je voulais dire, et très souvent d'ailleurs, j'incite ceux que j'accompagne à poser le cadre. Parce que très souvent, les gens prennent le problème de leur patron. Ça veut dire qu'ils vont travailler encore plus, bien sûr, par peur de perdre leur job. Et les patrons, ils aiment des personnes comme ça, parce que comme ça, ils n'ont pas besoin d'embaucher. Et ce n'est pas juste. Si je ne me respecte pas, si je ne respecte pas mes pauses, mon rythme de travail, et si je suis licencié, mais peut-être c'est parce que dans ce cas-là, ce travail ou cet endroit ne sont pas pour moi. Et là, je prends des risques. Je m'appelle comme ça une femme au début que j'accompagnais. Elle était systématiquement sollicitée le soir. En plus, elle avait un petit garçon. Et je lui proposais. Je dis, mais est-ce que tu es prêt à faire un contre-pied par rapport à cette blessure d'humiliation? Et elle a fait. Et quand elle m'a dit 2 jours plus tard qu'elle était licenciée, je dis, aïe, où est-ce que tu l'as amenée? Et 1 semaine ou 2 semaines après, elle m'a appelé et elle dit, j'ai trouvé notre travail et tu devines jamais. Quand je suis allé voir mon nouveau patron et j'ai demandé comment ça allait être au niveau des horaires, et il dit, vous gérez. Tant que votre travail est fait, vous rentrez à la maison, vous venez quand vous voulez. Quand le travail est fait est bon. Et à partir de là, son accompagnement était terminé et ça s'est très très bien passé. Donc c'est un peu ça, cette magie de la vie. Donc d'un côté, arriver à dire stop à l'imposition extérieure. Et je me rappelle de personnes qui n'ont pas réussi et qui ont préféré se faire licencier. Et dans ce cas-là, ce problème se reportait plus tard. Parce qu'il s'agit de poser le cadre. Mais quand ce n'est pas imposé par l'extérieur, très souvent c'est imposé par nous-mêmes. Et à l'époque, je me suis dit, mais ok, c'est très facile. C'était pas facile tout de suite, mais quand je l'avais trouvé, c'est devenu très facile. J'ai fait une classification très simple. Et la classification c'était important ou essentiel. Comme j'ai trouvé tout important, mais tout était important, mais il fallait créer une priorité parce que je ne pouvais pas tout faire en même temps. Et je disais, ok, il y a des choses qui sont importantes, mais il y a des choses qui sont essentielles.
Et peut-être sans entrer dans la catégorie de Philippe, l'essentiel serait ce qui est urgent et ce qui est important. Mais j'y ajouterais la connotation que pour moi, ce qui était essentiel, c'est tout ce qui touche à, comment on peut dire ça, à ma santé et à ce qui est relationnel. Pour moi, par exemple, je sais pas, améliorer mon site web, c'est important. Mais de passer du temps de qualité avec ma compagne, ça c'est essentiel. De, de faire la cuisine correctement pour que ce soit prêt à l'heure, c'est important. Mais quand il y a quelqu'un qui entre dans la cuisine et qui a besoin d'être entendu, ça c'est essentiel. Et je commence à faire cette catégorie-là, ces catégories-là. Et du coup, il y en a d'autres qui sont ajoutées. Parce qu'à partir de ce moment-là, je faisais surtout ce qui était essentiel d'abord. Je planifiais d'abord ce qui était essentiel. Ensuite, je faisais ce qui était important. Mais il s'est ajouté automatiquement d'autres catégories. Parce qu'au fur et à mesure que le temps est passé, j'ai compris qu'il y a des choses qui sont vraiment pas importantes. Comme si quelque part, je me créais des choses pour me maintenir occupé. Par exemple, je sais pas, à un moment donné, je vois quelque chose à la télé, un livre par exemple, le fait de le commander, ça devient soudainement important. Parce que ce livre-là, il a peut-être l'information dont j'ai vraiment besoin. Ou ce stage, faire ce stage. Et j'ai vraiment compris que je crée mon propre besoin, comme la société crée déjà des besoins pour nous. Et je me crée des propres besoins. Donc, il commence à y avoir une catégorie pas importante. Et il s'est ajouté encore une autre catégorie. Ça ne me regarde pas. Elle est un peu liée à cette notion de cadre. À partir du moment que j'ai créé des catégories pour moi, et je comprends très très bien que mes blessures me poussent à aller aussi vers les autres et faire pour eux des choses, peut-être même par anticipation, mais mes contre-pieds m'amènent automatiquement à un recul. Quand je commence à connaître vraiment mes besoins profonds, les besoins de l'enfant intérieur que je suis, du Dieu que je suis, ce besoin de repos, ce besoin de paix, ce besoin de temps de qualité avec moi et les gens autour de moi. Mais à partir de ce moment-là, il y a une structure qui s'est créée, un cadre. Et dans ce cas-là, je dois apprendre à dire non. Quand quelqu'un me sollicite pour faire quelque chose. Je m'en rappelle, au début, c'était, je pense que quand j'en ai pris conscience, à un moment donné, quand quelqu'un m'a contacté et dit, est-ce que tu peux dire à ta compagne, est-ce que tu peux lui passer ce message? Et là j'ai senti la pression en moi. J'ai dit, parce que parfois ça ne se passe pas bien en tant qu'intermédiaire. Et là, je lui ai dit, j'ai dit, j'aimerais bien te rendre ce service, mais par contre, je me sens mal à l'aise avec le fait de me mettre entre vous deux. Ça peut créer de malentendus. Et en fait, je me prends en responsabilité qui n'est pas la mienne. Je te propose de la contacter directement. Et ça commençait par là. Je commençais à comprendre, par cette expérience-là, que j'étais sollicité aussi pour des choses qui ne me concernent pas. Si quelqu'un me demande quelque chose gentiment, je peux le faire. Il ne s'agit pas de ça. Mais c'est comme si, comme je disais dans d'autres vidéos, d'emblée, je vais m'occuper des choses qui ne me regardent pas dans la vie des enfants de ma compagne, par exemple, ou dans la vie de ma compagne. Si elle a un truc à faire et qu'elle n'y arrive pas, mais ça ne me regarde pas, tant qu'elle ne me demande pas de l'aide. Et même quand elle me demande de l'aide, je peux essayer de mesurer jusqu'à où est-ce que c'est juste de l'aider. Ça ressemble beaucoup comme si je n'avais pas de cœur. Mais c'est dans le sens plutôt que de dire non aux autres, de dire non aux choses qui ne sont pas urgentes, importantes ou essentielles. En disant non à tout ça, en fait, je dis oui à moi. Et c'est ça dont il s'agit, de dire oui à moi-même.
Donc essayez, regardez le vidéo numéro 24 de Philippe, essayez de voir chez vous cette notion comment dire, de important, essentiel, pas important, et carrément, ça ne me regarde pas. Et avec votre agenda, mettez les choses, planifiez les choses dans l'ordre de priorité. Qui sait? Peut-être, du coup, ça peut vous procurer des espaces vraiment pour vous. Ça va peut-être vous aider à enlever cette pression. Parce qu'il y a quelque chose qui est dans la vie qui me semble juste, c'est que nous avons tous le défi qui nous correspond. Un peu comme on dit dans le christianisme, chacun sa croix. Et on porte la croix qu'on peut porter. C'est-à-dire qu'il y a toujours, dans la situation dans laquelle vous êtes, toujours une solution. Mais pour ça, quand c'est parfois très compliqué, ça demande de bien discerner et faire la part des choses entre ce que vous pouvez laisser tomber, ce qui peut attendre, ce qui doit être fait rapidement et ce qui est urgent ou essentiel. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Au revoir.